Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un procédé critique à la cool, en pleine détente, après la douche, donc en peignoir, je sais que ça va encore faire jaser, je vais vous parler du deuxième long métrage de Monsieur Jacques Audiard. Alors sur la chaîne jusqu'ici, j'ai évoqué tous ces films à partir du quatrième, mais j'avais déjà vu ces trois premiers. Alors comme je ne fais pas les choses dans un ordre logique, ici c'est le second qui va être mis en avant, car il fête ses 30 ans, là, un ou deux jours près peut-être, mais surtout parce qu'il m'a rappelé un film récemment sorti au cinéma m'a rappelé son existence. Rappelez-vous, Les rayons et les ombres de Giannoli. Là, on est dans la même période, Seconde Guerre mondiale, pour un héros très discret, adapté d'un roman du même nom, écrit à la fin des années 80 par Jean-François Degnaud, co-scénarisé par Alain Le Henry. Voilà, un monsieur qui a beaucoup travaillé, notamment pour Varnier, pour Diane Curis ou encore Arcadie. Il me semble qu'il avait co-scénarisé le premier long de Jacques Audiard, où nous avions déjà dans les rôles principaux Mathieu Kassovitz et Jean-Louis Trintignant, qui là va interpréter une version âgée de Kassovitz. Il y a aussi Yves Verhoeven qui fait une petite apparition, donc trois acteurs en commun par rapport à Regarde les hommes tombés. Mais à leur côté, ici, nous avons Albert Dupontel, qui était aussi acteur, hein, bien sûr, pas que réalisateur, Anouk Grimbert, une jeune Sandrine Kiberlin, et d'autres personnes qu'on reconnaît, par exemple, tiens, il y a Clotilde Mollet, qui retrouvera Kassovitz quelques années après dans Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Philippe Harel, François Leventhal, Patrick Ligardès, Philippe Nao en général vite fait, et Bruno Puzzolo. Voilà, quand même, hein, pas mal de gens fort reconnus. Ah, j'en ai oublié un, oh là là, il est important lui, même si on le voit pas longtemps. C'est François Berléand, qui joue un personnage historique qui a vraiment existé à l'époque. Peut-être l'un des rares d'ailleurs qui est montré dans cette époque, qui a vraiment vécu, qui est vraiment réel. Alors justement dans un film qui traite un petit peu de la fausse réalité, la fiction dans la fiction, où on va suivre les aventures étranges d'un certain Albert Dehousse qui, jeune ado, enfant ado, vit sa petite vie tranquille dans sa maison, assez loin alors des problèmes historiques autour. La Seconde Guerre mondiale n'est pas encore là, ça sera 10 ans après. Mais voilà, il s'invente un peu des histoires, il lit beaucoup le dico, voilà, donc il apprend les mots et comment on peut inventer des choses aussi. Par procuration, un peu couvé vite fait par sa mère, il est passionné de tennis, bon. Et en fait, cet homme-là, des années après, plus tard, quand il aura la vingtaine, va participer, entre guillemets, à l'après-guerre, plus ou moins après la libération, vraiment, même si on voit des petits moments où c'est encore un peu tendu. Et une fois arrivé à Paris, parce qu'il a décidé de quitter sa vie du jour au lendemain, il va essayer de se faire passer pour un résistant et d'infiltrer. Voilà, un ancien militaire qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui a fait des services et tout. Et il va ainsi monter en échelon de mensonge en mensonge. Voilà, donc c'est un petit peu un imposteur. Et il vit sa vie un peu comme Don Quichotte. Puisant des histoires peut-être pour en créer lui-même, mais là on est loin d'une dimension idéaliste peut-être, hein, d'un héros autre, c'est plus quelque chose d'existentiel, c'est parce qu'il a besoin d'être et d'avoir une importance, c'est son rêve pour se sentir bien dans sa vie, c'est un peu... voilà, ça questionne l'existentialisme, mais c'est le côté renversé d'Albert Camus, parce qu'ici ça tend vers quelque chose un peu plus... il s'intéresse aux gens, quoi, et il est totalement impliqué. Et tout ça parce que aussi il a un petit trauma, vite fait, mais quand même c'est un trauma. Il n'a jamais vraiment connu son père, qui est mort pendant la première... Enfin, qui est mort, oui, non, il n'a jamais connu son père, en fait. Ou il l'a connu... Non, il ne l'a jamais connu. Mais son père qui a été idéalisé en tant que héros de guerre par sa mère. Bon, il l'a peut-être connu un peu, mais alors il était tout petit. Et en fait, il est mort juste d'alcool, pitoyablement. Et donc, cette vérité qu'il va apprendre l'enferme dans cette idée que lui doit être un héros à tout prix, quitte à mentir pour l'être. Un peu comme le père, finalement, c'est l'héritage. Et c'est passionnant. C'est la deuxième fois que je le vois, ce film. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire même de l'histoire, dans l'histoire, hein, si vous voulez, oui, hein, ça peut être assez académique, mais c'est toujours fascinant de voir quelqu'un qui ment. Et bon, évidemment, ça pose des questions morales, hein, pour arriver à ses fins. C'est pas un méchant non plus, mais il s'investit lui-même d'une mission. Et il est très malin, très fort, parce que il va construire son personnage. D'ailleurs, on le voit répéter, tel un acteur dans le film, hein, un acteur qui joue un acteur, mais c'est l'acteur de sa propre vie. Il va réussir à construire quelque chose grâce à
Bon, déjà parce qu'il a beaucoup lu étant plus jeune, d'accord, et il a eu beaucoup de mentors, c'est un film de mentorat aussi, souvent chez Audiard. D'ailleurs, il en sortait Kassovitz, son mentor dans le premier film donc d'Audiard, c'était Trintignant, qui joue ici une version âgée. Mais bon, là, il va être un peu sous l'aile, par exemple, du personnage d'Albert Dupontel, qui est un capitaine qui a vécu à Londres, qui est aussi écrivain, et qui va faire d'ailleurs de Housse aussi un personnage de fiction dans un de ses bouquins. Alors ça, c'est très passionnant, parce que, vous voyez, il y a du va-et-vient, fausse réalité, fiction, et plus si affinité, j'y viendrai après. Et c'est voilà, très très passionnant, même si c'est dérangeant d'une certaine manière de voir ce personnage-là construire sur des petits détails, voilà, sur des cigarettes, sur le fait qu'il ait côtoyé donc ce collabo, hein, joué par François Berléand, qui lui-même a côtoyé Otto Abetz, qu'on voit dans Les Rayons et les Ombres. C'est pour ça que j'y ai pensé, dit ah oui, bon après c'est très différent, hein, mais ça parle de cette époque, il y a ce personnage historique qui revient, en photo hein, uniquement là. Et donc voilà, il retient les choses, des noms, des petits trucs à droite à gauche, et il va réussir à vraiment convaincre les gens, même si certains ont des doutes, il va toujours rebondir, notamment sur le fait qu'il aurait changé de nom. Il s'invente aussi potentiellement un passé juif polonais par son grand-père. Alors vous voyez, ça va loin dans un mensonge qui questionne beaucoup quand même, hein. Et en plus, c'est terrible parce qu'il quitte complètement du jour au lendemain cette vie trop étriquée, trop réelle dans l'inutilité selon lui, de sa mère certes, mais aussi sa femme. Il était vraiment amoureux d'une jeune femme, donc jouée par Sandrine Kiberlin, qui s'appelle Yvette. Elle fantasmait un peu sur les pieds, il y a un côté de Tarantino là, je sais pas d'où ça sort, mais après il la quitte du jour au lendemain. Il y a une scène très étrange, voilà, il est à vélo, il fait son petit truc, d'ailleurs il a été coaché là encore par une sorte de mentor pour être vendeur représentant, et à un moment de son vélo il descend, il abandonne tout et il monte dans un train, il veut participer à l'histoire. Peu de temps après avoir vu, lors d'une sorte de, voilà, de tournée, des gens, voilà, il a vu la guerre, il a vu la violence, des résistants qui s'en prenaient, je crois, un Allemand, et ça, c'est là-dessus, il se dit, mais moi je suis spectateur, je veux être acteur, et c'est intéressant parce que l'acteur qu'il va devenir ensuite, voilà, plus tard, joué par Jean-Louis Trintignant, nous parle face caméra, nous spectateurs, et il raconte son histoire. Et il raconte son histoire en mode, voilà ce que j'ai vécu, ou voilà ce que je n'ai pas vécu, ou ce que j'ai vécu par procuration. Et le film s'ouvre ainsi, avec Trintignant face caméra, et il déballe. Et Audiard ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui rend le film vraiment très bon. C'est un des meilleurs Audiard, pour moi, parce qu'au-delà donc de ce côté reconstitution, il se passe des choses, bon voilà, il apprend même l'amour auprès d'une prostituée, enfin vraiment, l'apprentissage, hein, c'est récit d'apprentissage absolu ce film. Eh bien, il va y avoir des parenthèses, des encarts comme ça sur donc, le présent des années 90, le film date de 96, et on va avoir des supposés témoignages historiques de cette réalité crue ou non de l'époque. Et parmi les témoignages, vous avez des gens de fiction, mais vous avez des vrais historiens aussi qui parlent. C'est un gros mélange des anciens résistants. T'as un gros mélange de trucs de fiction et de réalité, même dans le côté docu-fiction du temps présent du film. Et ça, c'est passionnant parce qu'il brouille totalement les pistes, Audiard. Et j'aime beaucoup ce va-et-vient réalité-fiction, cette fiction dans la fiction. C'est super bien traité, c'est assez dynamique. On s'ennuie jamais vraiment, même s'il y a des scènes, forcément, bon bah oui, bah, il faut quand même qu'on voit un peu comment Albert de Housse construit ses choses, mais au-delà même, comment il les vit, du coup, avec toujours ce doute, toujours la caméra près de lui, en mode regard, il se sent épié, il épie, il regarde, lui, pour apprendre, c'est passionnant ça. Et donc il y a vraiment un travail de cinéma là, qui est très épuré sur une certaine mise en scène d'esthétique de reconstitution. Il n'y a rien de spectaculaire, mais il y a des petits moments comme ça où il y a des idées de cinéma, comme quand on le voit jeune, par exemple, qui se rêve très vite, trop vite, peut-être héros, on le voit en accéléré, il avance dans la vie, et à un moment, quand il réalise un peu son rêve-là, on revoit cette scène. Comme aussi, donc, ces petits encarts-là, et des petits moments vite faits, faussement archives aussi. Moi j'aime beaucoup l'idée, et dans le montage, ça c'est vraiment passionnamment fait en fait. Et ça fonctionne, c'est vraiment une magnifique histoire un peu dure, quelque part, aussi, de quelqu'un qui a inventé sa vie, et il l'a vécu cette vie qu'il a inventée en fait. Jusqu'à un moment où il va y avoir une petite bascule, parce que évidemment ça ne peut pas aller jusqu'au bout, peut-être. Et tout ça est très bien interprété par Kassovitz, qui est très bien à la fois entre candide, un peu maladroit, mais qui apprend et qui arrive à être convaincant, mais nous on le sent pas si convaincant que ça, c'est les gens autour qui finalement, bon, on va dire dans l'élan de libération et tout, n'ont pas envie forcément de chercher trop de trucs,
pour la petite bête, mais il y en a qui cherchent la petite bête, parce qu'évidemment, c'est une époque où aussi on règle des comptes sur des potentiels anciens collabos, ou ceux qui faisaient croire qu'ils étaient résistants, mais qui étaient collabos. Il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Même la mère d'Albert de Housse, à un moment, se fait quand même tondre. Il faut dire que elle, voilà, on le sent même, des petits relents antisémites dans son côté un peu bonne chrétienne dans sa campagne. Bon, après, elle a pourtant, malgré elle, sur le papier quand même, hébergé des résistants, et puis, voilà, abrité des gens pendant des bombardements. C'est là où il rencontre d'ailleurs j'allais dire son éphémère épouse, pas tant que ça, parce qu'il ne divorcera jamais vraiment. Mais bon. Et puis bon, il rencontre le personnage à Luc Grimbert. C'est pas très intéressant, pas très passionnant, mais c'est là-dessus que finalement, tout se délie à un moment. Spoiler. Alors, bon, j'ai pas trop évoqué Albert Dupontel, j'aurais pu le faire avant la zone spoiler, mais c'est passionnant de voir aussi dans son phrasé, ça marche très bien, avec ces histoires de pieds paquets là et tout, c'est ça qui construira un des mensonges. Un Dupontel qui le voit à un moment partir, voilà, la magie, comme il dit, la magie de la vie, du mensonge, de la fiction dans la vie, mais bon, dans la réalité. Il voit partir notre cher de Housse en Allemagne, où il a été nommé lieutenant-colonel, voilà. Dans, on va dire, je crois que c'est la troupe d'occupation française en Allemagne après la libération. Et là-bas, il va être gradé, et il va mener des ordres et tout. Mais il y a des doutes. Il y en a un d'ailleurs, un officier, il me semble, joué par Bruno Puzzulu, qui va chercher la petite bête. Soi-disant une blessure au poumon, mais non, sous l'aisselle, mais non, machin. Bon. À un moment, De Housse va devoir prendre des décisions, et grâce aussi à son boni mensonge permanent dans la vie, il va réussir à débusquer les gens qui mentent. Intéressant, finalement. Il est presque agent double, on dirait, là-dessus. Et à un moment, il va quand même... Alors, il va se faire prendre... pas la main dans le sac et tout, c'est plus compliqué, dans l'intimité par le personnage d'Anouk Grimbert, soi-disant il aurait une balle mais pris sous les aisselles, elle voit pas la balle mais elle sentait que c'était un mensonge aussi, et donc du coup là il est confondu, elle ne le dénoncera probablement jamais, mais lui il veut signer des aveux. Mais avant ces aveux, il y a quand même une scène terrible où il va être vraiment dans la réalité de la guerre, enfin de la post-guerre, où il va devoir prendre une décision de gradé. Il y a des Français qui sont sous uniforme allemand en Allemagne, qui ont trahi, et qui, du coup, sont pris, et il doit prendre donc la décision, soit les arrêter, les ramener en France, et tout. Finalement, il va les faire fusiller. Il va les faire fusiller, et il regarde pas, il refuse de voir cette vérité en face. C'est là où il se rend compte qu'il s'est fait prendre dans sa fiction. C'est le héros très discret, enfin discret si vous voulez, mais un faux héros. Et il y a un truc qui est passionnant là-dessus, qui est dur, c'est là où on voit les petites images d'archives, mais enfin, faussement archives, c'est qu'il va faire la promesse que ces gens-là, qui ont trahi et tout, seront finalement, quelque part, considérés comme morts pour la France. On va mentir pour que leur famille soit quand même fière d'eux, et qu'ils en fassent des héros, alors que c'était pas du tout ça. Voilà, ça c'est parce que lui aussi, il aimerait finalement qu'on ne se souvienne pas du mensonge. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il y a un côté John Ford, directement, là, chez Audiard, d'imprimer une forme de fausse légende, de faux mythe, qui cache peut-être une vérité, mais quand même pour garder une certaine grandeur de la France, pour pas qu'il y ait trop de scandales. Lui-même aussi, quand il sera, voilà, les aveux, tout ça, rien ne se passera. Il va pas être jugé et tout, pour ça directement. On ne dira jamais qu'il a menti, d'où ces gens qui témoignent, qui croient encore que De Housse a vraiment été résistant, tout ça. Et en fait, il va quand même être envoyé, je crois, en prison pour bigamie. Bah oui, parce que c'est quand même bête. Il se fait prendre pour le truc un peu le plus idiot, c'est qu'il a abandonné sa femme et qu'il a eu une relation avec une autre. Je pense pas qu'il l'ait épousée, il y a moins qu'il l'ait épousée, donc du coup c'est ça le problème de la bigamie réelle sur le plan de la loi. Oui, il l'a épousée entre-temps, l'autre officière, la Servane, mais il était toujours marié à Yvette, il n'avait jamais divorcé. Donc bigamie, prison, mais pas pour... Parce que c'est sûr que s'il avait été confondu pour ce qu'il a fait, tout ce qu'il a menti, il aurait pris un peu plus que 3 ans. Et le pire, c'est qu'on apprend aussi que pendant plus de 30 ans, il continuera à occuper des fonctions d'usurpation tranquille. Et finalement, il ne révèle que cette vérité-là, face caméra, à un moment, donc au spectateur, dans la peau de Jean-Louis Trintignant, qui va quand même dire la vérité, mais à qui il parle d'ailleurs, on ne sait pas trop, à des gens, mais bon. Et ces historiens, à la fin, j'aime bien, le film se termine littéralement là-dessus, avec des témoignages qui se succèdent entre fausses vérités, rumeurs, machin. Et il y a aussi un truc d'allégorie qui parcourt le film, dans la BO et tout joué, il y a cet orchestre de violons qu'on voit. On le voit littéralement, et à la fin, les violons s'arrêtent, c'est la fin du bal, quoi.
C'est pas en mode Titanic, mais c'est marrant ça. Oui, peut-être il nous a menés en bateau aussi indirectement, Audiard. À un moment, paf, la musique s'arrête comme ça, fin du film. Mais c'est passionnant. Je trouve que c'est très intéressant dans cette construction-là. Audiard fait son cinéma. Alors évidemment, on peut toujours reprocher qu'on n'est pas suffisamment ancré dans cette terrible réalité de l'époque et qu'on n'en voit pas grand-chose. Mais le film ne parle pas de la Seconde Guerre mondiale en vrai, il parle après la Libération. Donc, il y a même des procès, à un moment, il participe à des procès, tout ça, dont on voit ces images. Donc les gens y croient parce qu'il y a des images, il y a des archives de Deus. Donc fatalement, s'il était là, c'est qu'il a été là avant et qu'il était là, quoi. Fin de la zone spoiler. Bah, c'est un des meilleurs Audiard, oui. Ça se confirme au revisionnage, parce que je l'avais vu il y a quelques années en vacances. Donc, je n'avais pas fait de vidéo. Et donc là, je le revois pour en parler. Bon, probablement que un jour, évidemment, je ferai son premier et son troisième long métrage dont je n'ai pas parlé, mais que j'ai déjà vu. Le cinéma d'Audiard, c'est passionnant. Hein, cette histoire de gens un peu perdus, mais qui s'inventent des trucs, ou qui... Bon, il y a cette idée-là. C'est des gens qui sont un peu qui sont à la marge et qui veulent participer et s'inventer parfois des trucs pour être vraiment et pour exister. Enfin, un peu ça aussi, le cinéma d'Audiard. Parfois en faisant des choses un peu hors de la légalité et en prenant des risques. Alors, tiens, récemment, Emilia Pérez, c'était vraiment frontalement, mais c'était différent, mais quand même. Il n'y avait pas spécial... Enfin, non, il n'y avait pas de mensonge en soi. Enfin, il y avait quand même des usurpations pour pouvoir être, on va dire, réel. Et pas, voilà, faire oublier une sorte de passé. Ici, c'est un gars sans passé qui finalement se construit un présent et une tentative d'avenir pour rentrer dans l'histoire. Et finalement, il aura réussi son coup, quand bien même. Voilà, je renverrai à la zone spoiler si jamais. Voilà, sur la vraie réalité des choses de l'époque, peut-être que des trucs ont été documentés, mais ça, il faut lire le bouquin aussi, j'imagine. Je ne sais pas à quel point Audiard en est fidèle. Il y a le personnage de Berléand, là, Joseph Joanovici, Monsieur Jo, qui est tel qu'il est, en vrai. Je me demande si j'ai pas vu ce personnage ailleurs, dans un autre film. Je doute, hein. J'en doute, je ne sais pas. Je sais pas s'il n'a pas été remis en fiction, parce que je crois qu'il n'y avait que des personnages de fiction, dans Monsieur Batignolles de Junio. Indirectement, c'est des gens, voilà, il y en a eu, hein, qui ont collaboré, mais qui après rendaient des services à tout le monde, selon comment le vent tournait. Hein, voilà. Et il y en avait plus qu'on pourrait le croire. Bon. En tout cas, c'est un film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Un héros très discret, évidemment. Bon, finalement, pas grand-chose à voir avec Les Rayons et les Ombres. C'est pas tout à fait la même période. Ça traite vite fait de certains collabos et tout, mais bon. Hein. Mais bon, c'est cette histoire-là qui m'a fait souvenir qu'il fallait que je voie ce film et qu'il allait fêter ses 30 ans. Donc voilà, c'est fait. À vous la parole en commentaire. Et puis, bien sûr, si vous voulez digresser sur le cinéma d'Audiard, vous êtes libre si vous voulez faire des liens. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.